Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 26 juin, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. L'exposition universelle d'Osaka, la principauté, il y a bien sûr un pavillon, une délégation y est actuellement présente, notamment pour une opération de promotion touristique. Nous y reviendrons dans quelques instants. Les joueurs de la Roca Team étaient auprès de leurs fans après une saison rythmée par 2 finales, que ce soit en Euroleague ou en Championnat de France. Retour sur la vente aux enchères consacrée aux bandes dessinées et organisée par l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, entre satisfaction et polémique. Notre invité, l'analyste politique basé à Tirana, Neritan Seyamini, cet expert albanais, était l'invité du Monaco Press Club. Il reviendra avec nous sur les nouveaux défis économiques et européens auxquels l'Albanie est confrontée actuellement. Sans oublier un reportage consacré au réaménagement estival du square Beaumarchais de l'hôtel Hermitage et bien d'autres choses encore dans ce JT. Nous prenons la direction du Japon, une délégation monégasque qui est actuellement à l'occasion de l'exposition universelle d'Osaka, délégation composée d'Isabelle Béraud-Amadei, ministre d'État par intérim, de l'ambassadeur de Monaco au Japon, du président du Conseil national, du maire ainsi que de nombreuses personnalités. Dans 2 jours se déroulera la journée nationale monégasque en présence du souverain, mais en attendant, ce jeudi, une opération de promotion touristique a été organisée au Four Seasons d'Osaka. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur de Monaco au Japon et le directeur du tourisme et des congrès. Moi, j'ai toujours tendance à dire que je mets l'accent sur l'expérience Monaco. Des partenaires hôteliers sont avec nous, de Monte-Carlo SBM et du Fairmont, qui vont mettre l'accent sur les produits beaucoup plus. Je suis là pour donner envie de venir à Monaco, raconter l'expérience Monaco et dire à quel point Monaco est comme nulle part ailleurs, like nowhere else, la campagne de la direction du tourisme actuellement. On a amené un petit morceau de Monaco au Japon. Et les gens apprécient réellement cette culture. On le sait depuis des années, nous avons de nombreux points communs avec le Japon. C'est d'ailleurs ici que la DTC avait ouvert son premier bureau de promotion. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile pour le marché japonais, comme l'ensemble des marchés asiatiques. Mais je regardais les chiffres avant de venir pour me mettre un peu à jour sur les chiffres. À fin mai, nous avons une progression de 20% des visiteurs japonais par rapport à l'année dernière. Donc on est encore en retrait bien évidemment d'avant le Covid, mais nous sommes sur une pente ascendante et nous espérons vraiment que l'exposition et la forte fréquentation du pavillon nous permettent de convaincre encore plus de visiteurs. C'est un événement qui se déroule 1 fois ou 2 fois par an au Japon, qui s'appelle Visite Monaco et qui est destiné à donner envie aux tour opérateurs, aux journalistes et aux influenceurs de promouvoir la destination Monaco. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Et il est légitime qu'à partir du moment où la direction du tourisme et des congrès s'investit, l'ambassade de Monaco soit à ses côtés. Et puis nous avons une très belle délégation monégasque puisque se sont rendus à Osaka à la fois la première ministre du gouvernement par intérim, Madame Béraud, le président du Conseil national, le maire et d'autres personnalités importantes. Et ces personnes ont accepté d'être présentes ce soir et elles pourront échanger avec nos amis japonais. Les cultures ne sont pas si éloignées. Évidemment, la distance est importante, mais on se retrouve sur bien des points. L'amour du beau, ce qui est propre, ce qui est bien ordonné. Donc nous sommes de part et d'autre de cette distance qui nous sépare, très amateurs de ce qui est bien fait, de ce qui est agréable. Vous le savez, la Roca Team a terminé sa saison mardi soir sur le parquet du Paris Basket. De retour en principauté hier, le club a tenu à célébrer la fin de cette année sportive dans la salle Gaston Médecin auprès de ses fans, venus nombreux pour un dernier moment de partage. Reportage de Gaëtan Lebrun et Alexandra Marangoni. Toute l'équipe et le staff étaient présents hier dans l'antre du basket monégasque pour partager et échanger avec ceux qui les ont supportés tout au long de l'année. Plus de 300 supporters de la Roca Team se sont levés pour la dernière fois cette saison pour acclamer les joueurs lors de leur entrée sur le parquet. Mais au programme cette fois-ci, non pas une série de dribbles et de tirs, mais une série de questions-réponses sur un ton humoristique et décalé où les joueurs ont pu se livrer sur leur quotidien. Ça fait énormément plaisir parce que c'est sûr que c'est pas évident. Voilà, on vient sans le trophée de recevoir tout ce soutien et on va dire voilà, tout ce support à ce moment-là, ça nous fait un bien fou. Et merci à eux, ça montre que Monaco est en train de construire entre guillemets une vraie fanbase et qui sera là derrière l'équipe dans les moments difficiles et dans les bons moments. Je pense que c'est une année très positive, c'est une année où on va retenir qu'on a quand même, on est allé quasiment au bout du bout sur toutes les compétitions. On a fait 3 finales, on fait une demi-finale. C'est sûr que voilà, on peut avoir un petit pincement au cœur, des petits regrets parce que ne pas avoir de trophée c'est quand même le plus important.
Mais en termes d'expérience, en termes de tout ce qu'on a vécu, je pense qu'on a puisé un maximum. Une saison historique pour la Roca Team qui restera gravée dans les mémoires et qui a donné lieu à une soirée au cours de laquelle Mathieu Strasel a été élu MVP de la saison par les fans avant la traditionnelle séance de dédicace. Vivement la saison prochaine. Hier au soir a eu lieu la première vente aux enchères spécialement dédiée à la bande dessinée d'Astérix et Obélix en passant par le chat de Philippe Geluck. Au total, 305 pièces ont été proposées aux acheteurs de l'hôtel des Ventes de Monte-Carlo. Reportage de Marie Bonnet-Blanc. Quelques acheteurs potentiels dans la salle, d'autres venus des quatre coins du monde grâce à une plateforme en ligne. Tout le monde était au rendez-vous pour découvrir des lots d'exception. On a effectivement des collectionneurs qui viennent d'un peu partout. On a des gens qui vont venir de Belgique, de France, mais aussi des personnes qui peuvent être en Italie, ou aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, ils sont effectivement donc clients au niveau de l'hôtel des ventes. Et après avoir enchéri, ils vont pouvoir arriver, s'acquitter bien entendu de leur dû, et puis recevoir à ce moment-là effectivement leurs pièces qu'ils vont pouvoir mettre chez eux, que ce soit une grande pièce à leur salon, parce qu'on a des pièces qui font 3, 4, 5 mètres carrés. Mais on a également des objets en 3 dimensions. Il s'agit de fusées effectivement tirées de l'univers d'Hergé, ou alors effectivement d'autres types d'objets en 3 dimensions qu'ils pourront mettre chez eux. Les ventes se sont enchaînées toute l'après-midi, allant de quelques centaines d'euros jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Un challenge réussi après un long travail en amont d'organisation. On a été voir les auteurs, d'abord eux-mêmes, les artistes. Philippe Geluck derrière nous qui nous a effectivement proposé donc cette grande statue, mais également d'autres œuvres à l'intérieur. On a été voir les collectionneurs qui ont aussi des pièces qui sont très rares. Et puis on a été voir différentes personnes qui, par leur métier, ont pu effectivement, rassembler des pièces au cours de leur carrière. Là, on parlait effectivement de personnes qui ont dirigé des journaux et qui ont rassemblé des caricatures ou différents types de dessins qui maintenant se proposent effectivement de les mettre en vente. La chasse au trésor va continuer pour l'hôtel des ventes qui espère prochainement proposer un nouveau catalogue dédié au 9e art. A noter qu'un triptyque de Philippe Geluck est parti à 42 000 € et que la grande statue en bronze du chat a été adjugée à 130 000 €. En revanche, un des lots phares de la vacation a fait polémique. Une planche d'une couverture d'Astérix et Obélix, tome 23, signé Albert Uderzo, qui était estimé entre 250 et 350 000 €, n'a pas atteint le prix de réserve. Il faut savoir que dans un communiqué de presse, Sylvie Uderzo, l'ayant droit, a estimé l'origine douteuse de cette pièce, remettant en cause son authenticité, malgré une lettre manuscrite de 2008 et signée par la main d'Albert Uderzo, attestant son authenticité. L'hôtel des ventes de Monte-Carlo regrette qu'à cause de cette polémique, de futurs acheteurs aient pu être refroidi. Il devrait y avoir une suite judiciaire à cette affaire. Recevons à présent notre invité du jour. Il est consultant analyste politique et éditeur basé à Tirana. Cet expert sur l'Albanie collabore avec de grands médias internationaux comme Euronews ou CNN depuis plusieurs décennies. Eh bien, il était hier au soir l'invité du Monaco Press Club. Il est venu évoquer les nouveaux défis économiques et européens auxquels l'Albanie est confrontée. Neritan Segamini, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de rencontrer les membres du Monaco Press Club. Quel était l'objectif, quel était le message que vous vouliez leur faire passer? We will be talking about the challenges that Albania has had during the past 35 years after the collapse of communism, the progress it has made, and what are the perspectives for the future in terms of its economic development and in particular for European integration. We talked about achievements, we talked about difficulties, and we're talking about a better perspective that we all feel that Albania will have, and hopefully with its membership in the European Union, as there is a high expectation that Albania will be the first Western Balkan country that will join EU, hopefully by 2030. Le thème de la conférence était l'Albanie, de l'isolement aux nouveaux défis économiques et européens. Quel est votre constat? Quel est l'état des lieux concernant l'Albanie? Comment se porte l'Albanie aujourd'hui? In the past 2 decades, but especially in the last decade, Albania has made a lot of progress, both in terms of economy, in particular by improving its infrastructure and connection with the outside world, and in particular in development of the tourism. In the past few years, Albania has become a major tourist attraction, and it's competing even without settled countries like Croatia and Greece. And this brings not only economic profits and benefits, but also this brings a lot of connections with the world, it brings a lot of recognition, and it brings a lot of hope. In a way, Albania is becoming a part of the EU through tourism and through its exchanges with the European countries.
Alors, je vous avoue, hein, il y a quelque temps, j'avais une image assez sombre de votre pays, vous m'en excuserez. C'était probablement d'ailleurs des idées reçues. Et je suis parti avec le prince Albert II qui a effectué une visite officielle à Tirana il y a un peu plus de 6 ans. Et j'ai vu autre chose, une population très jeune, étudiante. On s'est baladé sans problème en dehors du cortège officiel. Vous comprenez l'image parfois un peu négative qu'on peut avoir à l'étranger concernant l'Albanie ? There were many Albanians that migrated as soon as the communism fell. I mean, Albania is maybe one of the countries with the biggest diaspora proportional to its size. There are about 2 million Albanians which live abroad, and there are only 2.3 million living in Albania. Especially in Greece and Italy, there are hundreds of thousands of Albanians. As it happens with the migration, oftentimes, deservedly or undeservedly, they are discriminated, they are marginalized, because there is always fear of migrants that will change the way of life. And of course, sometimes we had Albanians which were involved in activities that will not leave a good reputation. But in general, the discrimination and the bad reputation, not only in Albania, but in case of every other country that has migrated, Italy in America in the past, and you have Irish in America as well, and you have many other countries in other countries have always fallen prey of this prejudice and the fear that exists in countries that their way of life is being challenged. But things have changed. Many Albanians, when they left Albania, they were just young and they were full of energy and they didn't have much skills. But most of them have integrated, and Albania has become an example of how good migrants can be integrated in a society, in Greece, in Italy, in Germany, even in the US. And now you have Albanians that are not only being accepted as normal citizens and contributors in these countries, but you have also Albanians which are really contributing in significant ways and even helping the societies that they have been settled forever. So in a way, the image, the bad image and the bad reputation was unavoidable, as with in the case of any kind of migration wave, but now things have changed and things have improved. And as you mentioned, the prince was in Albania, and then a little bit later he had a second visit a few weeks ago actually. He was again in Albania when the meeting, the high meeting of the European political community took place, which also is a sign that Albania is being appreciated and is becoming even a political player in the European continent, especially with its role of stability and peaceful coexistence in the Balkans. So in a way, this is a recognition of the contribution, and this is a recognition of Albanians becoming part of Europe, both Albanians that have migrated and are living in European countries, but also Albanians in Albania, which are becoming a credible partner for European countries. Écoutez, vous avez peut-être convaincu comme ça des téléspectateurs à venir visiter comme ça l'Albanie. Neritan Seyamini, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Le 24 juin marque la fête de l'Ordre de Malte, ordre religieux catholique qui agit dans le monde par le biais de différentes œuvres caritatives. C'est un ordre implanté à Monaco et c'est pour cette raison que l'ambassade a proposé de célébrer cette date au Yacht Club hier soir. Un moment convivial qui a également permis d'annoncer de nouveaux projets. Écoutez, l'ambassadeur de l'Ordre de Malte à Monaco, Alberto Di Luca, au micro de Théo Schumer. On a la résidence de l'ambassade ici, alors c'est absolument nécessaire de faire la fête pour souligner les bonnes relations qu'il y a entre la principauté et l'Ordre de Malte. Nous, on est dans 114 pays dans le monde avec de pleines relations diplomatiques. Et là, nous, on fait la chose que l'ancien pape Francis disait, nous, on est spécialiste dans la diplomatie humanitaire. Ça veut dire qu'on a la chance d'arriver premier à cause de la diplomatie dans les endroits dans lesquels il y a des personnes qui souffrent ou des personnes dans le besoin. Nous, on veut faire cette fête avec un petit concert parce qu'on aime toujours lier l'activité humanitaire de l'Ordre de Malte à des aspects plutôt culturels. On va annoncer une chose innovative, c'est qu'encore une fois, Monaco, il donne l'esprit de le grand cœur qu'il a à la principauté. Et de Monaco, il va partir un projet international avec le soutien de les Rotary Club de Monaco, de Milan, de Dubaï et de Bethléem pour fournir à l'hôpital
Holy Family de Bethléem, un hôpital géré par l'Ordre de Malte, deux machines pour une valeur de 50 000 €. Ils viennent des 4 coins du monde et partagent une ambition commune, protéger la planète. Accueillis à Monaco par la Fondation Prince Albert II, de jeunes leaders ont suivi un programme intensif pour renforcer leur engagement écologique et leur leadership à l'occasion de la 3e promotion du campus Regeneration. Christina Petit-Thomel a rencontré 3 d'entre eux ainsi que l'organisateur de l'événement. Je vous propose de les écouter. Les temps forts de ces 2 semaines, je dirais déjà s'ancrer sur le territoire local à Monaco et découvrir la principauté. Mais nous avons eu aussi une formation en leadership et en communication qui a été co-designée avec l'INSEAD directement. Ça leur a permis de redécouvrir déjà qui ils sont, quel type de leaders ils sont, de pouvoir vraiment se focaliser sur eux-mêmes plutôt que leur société ou leur compagnie. Et puis enfin des rencontres avec des leaders de renommée mondiale afin de vraiment partager leur expérience dans un cadre vraiment très exclusif et intimiste. Et ça, je crois que ça n'avait pas de prix. Ils ont tous des projets vraiment extraordinaires, mais surtout ce qu'ils partagent, c'est un enthousiasme et un optimisme pour l'avenir. Ils ont beau être effrayés par la situation actuelle, ils sont très concernés, ils sont sur le terrain directement auprès de leur communauté, mais tous ont des solutions et veulent porter ces solutions. Que ce soit la lutte contre le plastique, les nouvelles matières pour l'industrie du textile, ils ont tous énormément de solutions à proposer. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est pouvoir prendre des choses en main et accompagner le changement. I'm the CEO and co-founder of a company called SOS Biotech. We are the first blue tech company in the Dominican Republic. And basically what we do is we harvest invasive seaweed. We provide environmental sanitation services to clean the beach. And then we use that seaweed as a raw material to extract bioactive compounds to create products for the market. So currently we have agricultural biostimulants, but also we are developing cosmetics to decarbonize the industry and reduce synthetic compounds on the market. Moi, je suis Célia Roussin, je suis entrepreneur pour les sols à partir de résidus de la vigne et du vin. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on valorise les résidus issus de l'industrie viticole. Et ce que ça m'a apporté, c'est d'avoir une communauté de support pour entreprendre, pour croiser les avis, pour pouvoir être forte dans mes positions et toujours entourée pour prendre les bonnes décisions. I am from Greece and I'm coming from a family of fishermen. And I saw them collecting plastic from the sea with their nets by accident, plastic that they used to throw back to the sea. So my idea was to train them and bring this plastic to the land. And we did, and then the project expanded all over Greece and then all over the Mediterranean in 5 countries. And now we have 6,000 fishermen, and they are running one of the largest plastic cleanup projects in Europe right now. And then the plastic, we turn it into sustainable products such as kayaks. C'est une tradition. Chaque année, l'hôtel Hermitage aménage le square Beaumarchais, juste devant son entrée, un espace où l'on peut s'arrêter prendre une collation. Et hier, un nouveau décor a été inauguré, baptisé le Jardin Belle Époque, fruit d'une collaboration entre la SBM et la maison de champagne marnaise Perrier-Jouët. Reportage de Théo Schumer et Alexandra Marangoni. Une collaboration qui met à l'honneur l'Art Nouveau, un mouvement artistique de la fin du 19e siècle, typique de la Belle Époque, qu'incarne la maison de champagne Perrier-Jouët et le style de l'hôtel Hermitage. La chance d'avoir un partenariat avec Perrier-Jouët est évidente puisque la SBM date donc de la Belle Époque. Et nos hôtels, comme l'hôtel Hermitage, est vraiment marqué par cette époque. 2 maisons qui sont nées à la Belle Époque et qui naturellement pouvaient fusionner à l'image des structures que nous avons sur le square Beaumarchais et qui rappellent un petit peu la coupole Gustave Eiffel que nous avons à l'intérieur de l'hôtel Hermitage. Pour l'été, le square Beaumarchais s'est donc métamorphosé. Il s'appelle désormais le Jardin Belle Époque et s'est paré des plus belles couleurs de cette grande période de l'histoire en y ajoutant une touche de verdure, mais sans dénaturer l'identité du lieu. L'idée est de proposer une expérience immersive raffinée aux clients avec en bouche le goût estival du champagne Perrier-Jouët. C'est vraiment la réunion de 2 univers. En fait, nos 2 maisons sont nées au sein d'un même moment qui était le courant Art Nouveau. Au sein de la maison Belle Époque en Champagne, en fait, on retrouve cette inspiration et ce travail qui a été fait depuis de nombreuses années avec les artistes. Et on a essayé au sein de l'hôtel Hermitage de retranscrire en fait cet univers inspiré de la nature. C'est au travers en fait de cet espace qu'on a décidé de réimplanter certaines des pièces iconiques de la maison. L'œuvre de Tord Bonji qui est un arbre à flûte, un arbre de dégustation de Perrier-Jouët, et une deuxième œuvre qui est plus dans l'idée d'agir pour la nature, qui est l'œuvre des formats Fantasma. Et la carte est aussi riche que le décor. La maison Perrier-Jouët a sélectionné ses produits les plus fidèles au style du lieu. En 3 cuvées, puisque avant tout c'est un bar à champagne où on met à l'honneur
le Perrier-Jouët Grand Brut, le Perrier-Jouët Blanc de Blanc et aussi le Perrier-Jouët Belle Époque 2015. À ça, on associe aussi des vins, puisque Perrier-Jouët faisant partie de Pernod Ricard, nous avons aussi des Sainte Marguerite fantastiques dans les 3 couleurs et on a aussi agrémenté notre carte de différents spritz, toujours en lien avec la maison Perrier-Jouët et la maison Pernod Ricard. Donc on a naturellement le Perrier-Jouët Spritz, on a aussi l'Italicus Spritz et bien entendu le Giulia Spritz qui est une des dernières marques que Pernod Ricard a fait rentrer dans son portefeuille. Le Jardin Belle Époque n'attend plus que ses clients. Le Club Image de Monaco expose 40 de ses photos réalisées par une quinzaine de membres du Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques, l'AIAP. C'est à découvrir dans la salle d'exposition du quai Antoine Ier du 23 au 29 juin de 13h à 18h30. On écoute le président du Club Image de Monaco. C'est une présentation de photographies qui sont faites par une partie de l'ensemble des photographes du Club Image Monaco. Pour cette exposition particulière, nous avons choisi 2 thèmes que nous avons fait cohabiter, à savoir le thème du métal, du fer et le thème du bois. C'est-à-dire que j'ai souhaité que l'on montre ce qui se passe avec le fer et peu ce qui passait avec le bois. C'est-à-dire qu'on va voir des œuvres faites avec du bois, des œuvres faites avec du fer, tout ça. On voulait faire un peu ce jeu de comparaison entre les 2 matières. En tant que club, évidemment, la volonté, c'est de montrer le travail. Et j'ajouterai surtout ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir montrer ce qu'un club de Monaco au niveau photographique, parce que la région a énormément de clubs photo, que ce soit à Nice, que ce soit à Grasse, que ce soit tout ça. Et alors nous avons, notre mot à dire au niveau de l'image. Donc on essaye le plus possible de montrer qu'à Monaco, il y a un club qui est déjà ancien, puisqu'il a 75 ans d'existence, et puis qui peut présenter du travail que les gens peuvent apprécier. Le principal, c'est le regard des gens qui vont regarder ce qui se passe et puis souvent les compliments que nous avons sur le travail. Pour contempler ce travail, vous avez jusqu'au 29 juin et vous rendre à cette exposition de l'AIAP située sur le quai Antoine Ier. En bref, c'est une belle histoire. L'actrice principale du film Don't Give Up, lauréat de la Nymphe d'Or pour la meilleure création lors du dernier festival de télévision de Monte-Carlo, a été félicitée par le président d'Afrique du Sud lors d'une rencontre fortuite à l'aéroport. Vous pouvez voir sur cette photo l'actrice Leletti Khumalo avec le président sud-africain. Don't Give Up raconte l'histoire d'une jeune mère sans abri qui tente de survivre dans les rues de Johannesburg. La 3e édition du Batigolf Challenge vient de se dérouler au Monte Carlo Golf Club et au Golf Old Course Mandelieu. Ce rendez-vous a rassemblé plus de 100 professionnels du secteur du bâtiment autour de compétitions. Des fonds ont été collectés pour soutenir les actions de Fightets Monaco grâce à la tombola et à la vente aux enchères organisée lors du challenge. Les photos de fin de journal sont consacrées à l'exposition universelle d'Osaka avec une délégation monégasque présente en vue notamment de la journée nationale monégasque organisée ce samedi. Ce sont des photos sur place de Stéphane Dana. À suivre la météo de Théo Schumer. Ce journal est terminé. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, des conditions encore idéales pour demain. La journée commencera par un grand soleil qui se prolongera une bonne partie de l'après-midi. En revanche, quelques nuages feront leur apparition en début de soirée, mais je vous rassure, ça restera très léger et ça n'augure rien de mauvais pour les jours à venir. Côté température, on est sur des normales de saison, 24 degrés en matinée et jusqu'à 30 degrés pour la maximale. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Cyril. Bonne soirée avec nous. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.